passage du rapport préliminaire de Juan Miguel Petit, rapporteur spécial de l'ONU, repris dans son rapport définitif. Dans un nombre croissant de cas, un parent séparé, habituellement la mère, choisit d'amener l'enfant ou les enfants à l'étranger plutôt que de se conformer aux décisions d'un tribunal accordant des droits de visite ou attribuant la garde à l'auteur présumé des sévices, ce qui, à son tour, pourrait exposer l'enfant à de nouveaux sévices sexuels. Il est même arrivé que des juges et des avocats au courant des faiblesses du système judiciaire conseillent officieusement à certains parents d'agir de la sorte. Mes propres expériences confirment ce fait. En 2006, lors de l'affaire Vincent, voir le livre « L'affaire Vincent au cœur du terrorisme d'État », c'est le même avocat cité par Sandrine Gachadouas qui, alors avocat du petit Vincent, m'avait recommandé de mettre l'enfant sous ma protection citoyenne, faute de mieux. Il fut le premier, à cette occasion, à m'informer quant à la réalité du réseau pédocriminel sataniste national et de son emprise totale sur l'institution judiciaire. Ceux qui me connaissent déjà savent que cet épisode s'étant soldé par mon incarcération crapuleuse et ma crapuleuse condamnation pour soustraction de mineurs fut l'élément déclencheur de notre combat, à Janet et moi, pour les enfants trahis. Car écoutant l'avocat de l'enfant, j'avais donc immédiatement répondu à cette obligation légale d'aller à l'encontre de décisions illégales, formulées par des imposteurs de magistrats. J'ai pris en compte à mon niveau citoyen la protection de cette petite famille, faute de mieux, et conformément aux principes judiciaires d'état de nécessité. Durant cet épisode rocambolesque, c'est un vice-procureur en exercice qui, validant la situation de martyr de cet enfant, tout comme mon action citoyenne, avait accepté de le cacher à son propre domicile durant 1 mois et demi avec sa grand-mère. Martine Bouillon, vice-procureur de Bobigny, apparaît malheureusement dans les procédures liées à mon inculpation crapuleuse pour soustraction de mineurs. Le magistrat avait été balancé par le président de l'association qui me mandatait en tant que bénévole pour enquêter sur ce genre d'affaires. Hélas, le lobby pédocriminel a donc clairement identifié la résistante, Martine Bouillon, et de ce fait, la citer à nouveau ici, ne fait que la mettre à l'honneur, à titre d'exemple. C'est cette femme magistrat au cœur de Lyon qui dénonce l'existence de charniers d'enfants en région parisienne, mais également la réalité des réseaux pédocriminels satanistes sur le plateau de télévision de ce célèbre documentaire de France 3, intitulé « Viol et sacrifice d'enfants, la fin du silence ». Si vous n'avez pas vu ce reportage de 1999, circulant sur Internet, nous vous invitons à y remédier de toute urgence, car il met en lumière très parfaitement la protection institutionnelle des réseaux pédocriminels satanistes en France. Et pour information, comme par hasard, ce reportage a été retiré des archives de presse nationale. Pour revenir à notre dossier d'enquête interdite, nous vous proposons quelques extraits d'interviews sélectionnés que nous avons prises pendant notre tournée clandestine. Nous vous offrons pour commencer les déclarations d'une mère qui, comme Sandrine Gachadouas, a eu le courage de s'enfuir en clandestinité avec son enfant pour la protéger du sous-réseau du Var. Cet officier ingénieur dans l'armée française, qui a donc sacrifié sa brillante carrière pour sauver sa fillette, serait-elle, elle aussi, comme Sandrine Gachadouas et tous nos témoins, en proie à des délires paranoïaques? Priscilla, bonsoir. Alors vous avez accepté et même souhaité cette rencontre, cette interview, pour me raconter, pour nous raconter, je crois au plus grand nombre possible, la très désagréable mésaventure qui vous occupe aujourd'hui. Est-ce que vous voulez, pour commencer, vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Priscilla Rajani, j'ai 37 ans, j'ai une petite fille, Camille, qui a 5 ans, et je suis en instance de divorce avec mon futur ex-mari, depuis la date du 9 décembre 2008. J'habitais jusqu'à présent le Var, et en particulier la ville de Carqueiranne, qui se situe près de Toulon. Et je suis ingénieure militaire, j'ai plus exactement le statut d'IETA, donc qui est ingénieur des études et techniques de l'armement, qui est un statut de la DGA, la Délégation Générale pour l'Armement,
Et donc j'ai le grade de capitaine au sein de l'armée française. J'occupais jusqu'à présent les postes d'adjoint au sous-directeur plan méthode au service du soutien de la flotte à l'arsenal de Toulon. Et j'ai été obligée de prendre, depuis le mois de mars 2011, un congé sans solde. Alors vous êtes officier dans l'armée française. Tout à fait. Et vous avez été obligé de prendre un congé sans solde, ce qui, à mon avis, n'est pas très avantageux pour le plan de carrière d'un officier. Non, c'est sûr. C'est pour l'affaire qui nous occupe en ce moment? Pour un problème gravissime qui me concerne et qui concerne ma fille. Alors, vous êtes en instance de divorce, vous n'êtes pas encore divorcé. Non, malheureusement. Non. Oui, vous avez donc, si j'ai bien compris, jusque-là, partagé la garde de votre enfant avec votre mari. C'est bien ça, vous vivez Voilà. Séparément? Donc les juges ont décidé une garde alternée. Oui. Donc une semaine chez la mère, une semaine chez le père. Et donc c'est quand la fille, bien sûr, était chez vous, qu'elle vous a fait ces fameuses déclarations. Voilà, vous pouvez très rapidement les synthétiser, nous dire de quoi il en retourne? Donc elle commence à parler le 5 janvier 2011. Elle fait dans un premier temps des révélations d'agression sexuelle. Donc elle dit que son papa lui montre tout le temps son zizi, qu'il lui demande de toucher, de mettre dans la bouche, qu'il lui touche ses parties génitales à elle, qui se met dans le lit, qui veut lui faire des bisous sur la bouche, qui se met dans le lit avec elle. Donc elle commence par faire des premières révélations uniquement d'agression sexuelle. Mm-hmm. Donc ma mère était présente. Il a 63 ans, vous en avez 37. Et on avait 27 ans d'écart. Vous avez 27 ans d'écart, oui. Alors, en ce qui concerne Camille, votre enfant, par exemple, quand elle revenait des gardes chez son père, y avait-il des choses qui vous paraissaient curieuses? Y a-t-il qui vous reviennent en mémoire maintenant qu'elle vous a fait ces révélations? Il y a quelque chose qui recoupe, en fait, ces déclarations. Alors, déjà dans son comportement, avec une surexcitation énorme quand elle revenait de chez son père, elle mangeait pas, il y avait des fois où elle se mettait à pleurer, complètement recroquevillée sur elle-même. Donc elle revenait amaigrie. J'avais énormément de mal à lui faire avaler quelques cuillères. Elle faisait des cauchemars et surtout elle avait énormément peur de s'endormir. Pour sortir le moindre mot et la moindre phrase, puis elle se mettait à bégayer et j'avais jamais réussi à comprendre. Donc tout un tas de signes, sans parler bien sûr des traces de coups dont elle disait subir et que je pouvais constater. Et notamment, elle était frappée. Elle était frappée régulièrement, oui. Et ça, vous avez pu le constater? Au visage, sur le corps, oui. Ça a été constaté par 2 médecins qui ont heureusement bien accepté de faire des certificats médicaux. Alors donc, la fille manifestait un traumatisme, c'est évident, des mauvais traitements, des coups, quelque chose d'autre qui aurait plus précisément recoupé ces déclarations. Vous avez un élément où... Alors, il y a une amie, une fois, à peu près 1 an avant que Camille nous fait ses révélations, Camille, elle me dit que papa lui fait pipi dessus. Je lui dis, mais c'est pas... Non, je lui dis, non, c'est pas possible. Je lui dis, je comprends pas bien. Malheureusement, aujourd'hui, je comprends bien de quoi il s'agit. Et puis un autre moment où en revenant de chez son père, donc elle va aux toilettes et puis je vois qu'elle a un anus complètement dilaté et avec plein de micro-fissures. Et puis alors là j'ai un sérieux moment de trou, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et après je me suis dit ça doit être une selle difficile et puis j'ai tout de suite effacé ça de... Vous l'avez effacé, mais ça vous a traversé l'esprit malgré tout. Et je me dis, mais non, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible.